Indépendance, tcha-tcha, Losenguié, tcha-tcha, Okikwanza, tcha-tcha, tout le monde, tcha-tcha, Otableron, tcha-tcha, c'est perdu, oh. Okipanda, tcha-tcha, Dolukié, indépendance. Très chères dames, très chers messieurs, merci d'être branchés sur la www.kamaplistv.net. Nous sommes ici à Gothenburg, la deuxième ville, la ville économique de la Suède, où nous recevons le docteur Denis Mukwege qui va devoir projeter son film intitulé La colère d'Hippocrate, l'homme qui répare les femmes. Il n'est pas venu seul, il est accompagné de son réalisateur Thierry Michel, avec qui nous allons nous entretenir durant ces quelques minutes. Bonjour monsieur Thierry Michel. Bonjour à vous, merci de m'inviter. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je me sens bien, je veux dire, on a tellement l'habitude de présenter ce film, je pense qu'il a été présenté maintenant dans 40 pays dans le monde. Il a eu des distinctions dans plus de 15 pays. On l'a présenté avec le docteur dans les grandes enceintes internationales, les Nations Unies à New York, le Congrès américain à Washington, le Parlement européen à Bruxelles, à la session Droits de l'homme des Nations Unies à Genève, au Parlement belge. Je pense qu'ici il va être présenté aussi au Parlement suédois. Donc voilà, on se rend compte que ce film est en train de lancer de par le monde un débat essentiel sur la situation au Congo, la situation des femmes violées bien sûr, c'est le thème même du film, mais sur la situation tout simplement politique et sociale au Congo, et sur une question fondamentale pour l'avenir de ce grand pays, qui est la question de l'impunité. Qu'en sera-t-il demain des criminels qui ont commis ces actes innommables, ces actes condamnables? Pour un petit rappel, retenez que Thierry Michel, c'est un réalisateur. Il a réalisé beaucoup de films, surtout en République démocratique du Congo. Des films comme Mobutu, le roi du Zaïre, l'ascension de Moïse Katumbi, Congo, Rue Vert. Donc il y a pas mal de films. Mais monsieur Thierry Michel, qu'est-ce qui vous pousse à vous intéresser à la République démocratique du Congo, aussi longtemps qu'il y a aussi beaucoup de pays qui sont aussi en situation de guerre? Justement, je trouve qu'il y a peu de journalistes qui ont été des chroniqueurs de tous les convulsions, les tempêtes politiques qu'il y a eu dans ce pays depuis 25 ans, depuis en fait le début de la fin du général maréchal Mobutu. Et donc cette guerre, entre autres la guerre de l'Est, est très peu médiatisée, très peu connue. Donc je pense que c'est bien que quelques-uns d'entre nous, des journalistes et cinéastes, puissent un peu donner la voix à tous ces Congolais qui sont sans voix sur la scène internationale. Maintenant, qu'est-ce qui explique ces silences des médias, surtout les médias internationaux? N'est-ce pas là un complot international? Non, moi je ne crois pas à la théorie du complot. Je pense qu'il y a une lassitude de la communauté internationale et des médias parce qu'on a le sentiment qu'au Congo, c'est un grand carrousel où chaque fois qu'on fait un pas en avant, on fait deux pas en arrière. Et donc le scénario se répète et que ce qu'on a vécu avec le maréchal Mobutu se reproduit aujourd'hui en pire avec le président Kabila. Et donc on se dit, est-ce que ce pays va un jour changer? Est-ce que ce pays est damné? Est-ce que ce peuple est condamné à être la proie de ses dirigeants? Est-ce que cette classe politique sera toujours une classe politique prédatrice, corrompue, indifférente au sort des populations? Voilà, donc il y a aussi un deuxième facteur qui a joué. Vous savez, il faut être assez courageux pour aller au fin fond des forêts congolaises, faire des images et voilà. Il n'y a pas de grands hôtels. Quand vous êtes à Bagdad, même dans des situations les pires, les journalistes se rassemblent entre eux dans les grands hôtels internationaux. Mais là, vous partez avec un 4x4, donc vous ne savez pas s'il va résister à la difficulté de traverser les zones forestières ou les zones montagneuses. Et vous êtes à la merci de n'importe quel groupe, n'importe quelle milice, n'importe quel groupe de brigands ou de rebelles, ou même de l'armée nationale. Rentrons un peu sur ces films, La colère d'Hippocrate, l'homme qui répare les femmes. Qu'est-ce qui a motivé votre choix sur le docteur Denis Mukwege? C'était une évidence, il y a des grands en Afrique, des grandes personnalités. J'avais fait un film sur le grand despote africain, le grand prince machiavélien, l'homme au charisme incommensurable, le président maréchal Mobutu Sese Seko Kuku Gwendu à Zavanga.
J'ai fait un film sur l'irrésistible Moïse Katumbi, qui est de l'étoile montante aujourd'hui des affaires et de la politique congolaise. Voilà. Mais je voulais rendre hommage à un homme qui soit pour moi un exemple. Un homme de conviction, un homme intègre, un docteur, qui soigne les femmes abandonnées, victimes d'une violence sans nom, indescriptible, et qui est aujourd'hui le porte-parole des sans-voix. Et qui a le courage de dire ce qu'il dit, au risque de sa vie. Et vous savez qu'on a déjà essayé à plusieurs reprises de l'assassiner, mais qu'il a perdu un proche qui a été tué à côté de lui, alors que lui-même échappait à la mort. Ce n'est pas la seule fois où il a échappé à la mort, puisqu'on a aussi tué tous ses patients et le personnel médical de l'hôpital dont il était directeur. Donc je me suis dit, l'Afrique aujourd'hui et la jeunesse africaine a besoin d'exemples, de gens qui font sa fierté, son honneur, sa dignité. Et le docteur est de cela. Voilà, donc comme les Mandela, comme les Martin Luther King, il y a des hommes qui sont pour nous des phares. Et ces phares, ils nous indiquent la lumière et la direction où aller. À vous voir comme ça, c'est comme si vous avez un cœur qui bat plus pour les Congos. Vous vous sentez un peu plus congolais ou bien comment? Non, moi je suis un citoyen du monde. J'ai fait des films dans bien d'autres pays. J'ai fait des films sur les malades dans les hôpitaux en Guinée. J'ai fait des films sur les victimes de la guerre en Somalie. J'ai fait des films sur les enfants de la rue au Brésil. J'ai fait des films sur les prisonniers politiques en Iran. Donc non, je pense que simplement je m'intéresse aux causes dignes d'intérêt, à tous ces gens qui de par le monde essayent de résister pour préserver leur identité, pour préserver leur fierté, pour préserver leur être contre des pouvoirs souvent des pouvoirs totalitaires qui ne respectent plus la liberté de chacun. Maintenant, j'ai beaucoup travaillé au Congo, c'est un peu le hasard de l'histoire. Je me suis passionné pour ce pays, j'y ai aujourd'hui beaucoup d'amis, je dirais même des proches qui sont quasi, le docteur pour moi c'est un frère, ce n'est plus un ami, c'est un frère. Donc je me suis passionné pour l'histoire, c'est un pays continent. Donc une fois qu'on a fait un film, il y a toujours un autre film à faire parce que la diversité des régions, des langues, des cultures et la grande histoire politique de ce pays, des paysages, etc., fait que comme cinéaste et comme artiste, on n'a jamais fini au Congo. Voilà, mais je m'intéresse aussi à d'autres pays et j'ai d'autres projets dans d'autres pays sur lesquels que je compte bien réaliser, oui. Vous dites que vous n'êtes pas fatigué de la République démocratique du Congo, donc un peu fatigué. Envisagez-vous un film pour l'actuel président de la République, Joseph Kabila? Non, je suis fatigué parce que c'est un grand carrousel au Congo. Les dirigeants continuent à pratiquer les mêmes erreurs, je dirais, que par le passé. Et le peuple continue à subir avec une passivité que je trouve anormale. Vous imaginez les peuples arabes accepter de vivre ce que vous vivez depuis 25 ans? C'est inimaginable. Mais voilà, en même temps, il faut continuer parce que même si la nuit est longue, on se dit toujours que ce pays va renaître, qu'il y a un potentiel extraordinaire de richesse, le sol, le sous-sol, le bois, l'eau. La nature en a fait un paradis sur terre de ce Congo. Et les hommes en ont fait un enfer. Mais la jeunesse congolaise aujourd'hui est en train de dire on veut que ça change, on en a assez. Quels que soient les politiciens, nous n'avons plus confiance. Donc voilà, moi je reprends confiance avec le peuple congolais quand on sent qu'il y a un mouvement qui s'amorce pour vraiment le changement, un vrai changement de fond, pas changer les têtes, pas comme dit si bien votre cardinal Monsengo, il dit pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Et c'est vraiment ça la question du Congo. Il faut changer l'outre. Dans les films, les docteurs disent que les viols est utilisé au Congo aujourd'hui comme une arme de guerre. C'est-à-dire qu'il y a des belligérants. Maintenant, qui sont ces belligérants qui combattent au Congo et à qui profite cette guerre-là? C'est une grande nébuleuse. Je sais qu'à un moment donné, on avait listé sur le Kivu 17 groupes armés différents. Donc il y a une multitude de groupes armés, tantôt actionnés par des intérêts, éventuellement même de puissances étrangères, comme le Rwanda ou l'Ouganda,
tantôt seulement par des intérêts locaux de politiciens ou du pouvoir, tantôt par la population qui veut se défendre. Donc c'est vraiment très compliqué. Mais le but est le même. Occuper les carrés miniers pour exploiter de manière mafieuse le minerai congolais, en dehors de toute règle d'état de droit. Donc c'est pas simple. C'est pas simple à résoudre. Il y en a qui tirent profit du chaos. Moi je dirais que beaucoup de mafias du monde se sont concentrées là, que beaucoup d'hommes politiques congolais en tirent des bénéfices, beaucoup de militaires en tirent des bénéfices, des pays voisins comme le Rwanda qui sont devenus un pays exportateur de coltan alors qu'il n'a pas de coltan sur son territoire en tirent un grand bénéfice. Donc voilà, c'est des intérêts multiples, croisés, qui créent un chaos. Le chaos permet aussi un pouvoir aujourd'hui de plus en plus illégal, vu qu'il n'y a pas les élections. Il n'y a pas eu les élections communales, il n'y a pas eu les élections provinciales, il n'y a pas eu les élections sénatoriales ou parlementaires, et maintenant il n'y aura pas les élections présidentielles. Donc dans une situation d'illégalité fondamentale de tous les corps de l'État, de tous les niveaux de pouvoir de l'État, le chaos est plutôt une solution pour éviter de devoir rendre des comptes à la nation. Depuis que vous avez commencé à projeter ces films, avez-vous remarqué un petit changement sur ce qui se passe sur les viols, les massacres en RDC? Indéniablement, depuis que le film est sorti, il y a eu beaucoup moins de viols armes de guerre au Congo. Aujourd'hui, c'est vraiment très réduit. La violence, elle, n'a pas diminué. La violence criminelle n'a pas vraiment diminué. Et le viol, c'est malheureusement banalisé. Donc maintenant, ce n'est plus une arme de guerre. C'est devenu des viols d'enfants dans les villages. C'est devenu une tolérance sur le viol même domestique. C'est l'impunité qui a créé ce problème-là. L'impunité aujourd'hui dont bénéficient tous ces violeurs ou tous ces criminels fait qu'il n'y a plus de morale et que la société entre dans un désordre un peu généralisé, avec tout d'un coup, il y a presque une maladie mentale. Hein. Donc, mais le film a changé en tout cas quelque chose d'important parce qu'il a été très peu diffusé au Congo, il a été beaucoup interdit, moi j'ai assisté à 4 projections, donc il n'y a pas eu beaucoup de projections publiques au Congo. Il n'est pas très autorisé quand même, il est autorisé sans l'être. Mais on l'a bien projeté dans le monde entier, dans les grandes enceintes internationales. Et là, il y a aujourd'hui une radicalisation du discours vis-à-vis du Congo en disant ça suffit. Il faut sortir de cet état, d'un état mafieux, d'une répression indescriptible. Et voilà, il faut que ce pays rentre dans une légalité constitutionnelle, dans une légalité où les droits de chacun sont respectés. Et je vois encore aujourd'hui le communiqué après de l'Union européenne qui prévoit des sanctions. Comme les États-Unis l'ont fait, prévoit des sanctions ciblées sur tous ces responsables d'actes violents envers la population. Donc oui, les choses ont changé, bien sûr. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien. Nous avons ici une toute dernière question. On sait que ce film, depuis qu'il est sorti, c'est presque 2 ans, mais nous avons remarqué un grand retard pour que ce film soit projeté ici en Suède. Or, le docteur, c'est un fils de la Suède. Pourquoi ce retard? J'en suis moi-même très surpris. Des pays, même comme le Brésil, le Mexique, l'Algérie, le Burkina Faso, ont voulu avoir le film extrêmement vite. Et c'est vrai qu'ici, en Suède, il a fallu longtemps avant qu'il ne soit présenté. J'en étais étonné, je me dis, tiens, peut-être qu'il ne passera jamais en Suède. Et puis tout d'un coup, voilà qu'on organise une tournée invraisemblable, extrêmement bien organisée, dans plusieurs villes, avec des projections dans les églises, dans les universités, au Parlement, et que ça prend une ampleur exceptionnelle. Donc, je ne sais pas, c'est vous qui vivez ici, qui pouvez me donner la réponse. Moi, je ne la sais pas, je suis invité. Peut-être que les Suédois sont plus lents à la détente, mais une fois qu'ils sont décidés, ils le font très bien.
Oui, merci Thierry Michel. Vraiment, vous êtes quelqu'un que l'ensemble de la population congolaise porte à cœur par votre travail que vous faites. En tout cas, nous vous remercions pour ce que vous faites. Un dernier mot pour les Congolais. Un mot pour les Congolais. Mais moi, j'ai la population congolaise à cœur, parce que je vois ce qu'elle vit tous les jours. Je vois le courage qu'elle a, cette force de résistance pour tous les jours que les enfants partent à l'école en chantant, avec un sourire, malgré la situation de pauvreté, malgré la situation politique, malgré la répression qui s'abat sur eux. C'est un peuple qui a une force extraordinaire. Et il faudrait qu'il puisse la mettre aujourd'hui dans une unité totale, en dehors des politiciens, et une volonté de dire on veut que ça change. On ne va plus vous laisser faire. C'est nous, le peuple, qui sont le souverain primaire. Merci Thierry Michel. Merci. Oui, vous venez là de suivre le réalisateur du film La colère d'Hippocrate, l'homme qui répare les femmes du docteur Denis Mukwege. Nous continuons toujours avec la projection. Restez toujours branchés sur Kama Plus TV, vous ne serez pas déçus. Ciao. Indépendance, cha-cha, Dosengi.